La vie pour moi c'est un sablier. Sauf que c'est un sablier que tu retournes une fois. Une fois que tu l'as retourné, tu ne peux plus le retourner. C'est fini. Chaque grain de sable qui tombe, tu dois le bonifier. Tu vois ce que je veux dire? Et tous les jours, les grains de sable ils tombent. Tous les jours, tous les jours. Peu importe les contraintes que tu as, tu dois bonifier ces grains de sable. Tu dois en faire quelque chose. Peu importe les contraintes. Il cherchait une course à faire et il voulait vraiment, lui, créer quelque chose. Donc il l'a fait aussi pour une association. Le projet Broken, il a commencé, il a débuté avec donc ces 200 km l'année dernière. J'ai fait à peu près 80 km en vélo et j'ai fait quand même 45 km en courant sur cette période-là, d'un Broken. Ça a été long, ça a été dynamique, c'était les premières grosses émotions. Je pense avec la Broken, c'est là vraiment où on a commencé à avoir un petit groupe de personnes. Et donc du coup, c'est là vraiment où il s'est dit, bon maintenant il faut que je monte moi mon projet et donc que je fasse mon propre parcours. On ne le savait pas à l'époque, mais c'était la naissance de cet esprit Broken en fait. J'ai créé un nom, j'ai créé une histoire avec cette course, la Broken 200, mais je ne pensais pas créer une suite. Je ne pensais pas que ça allait être aussi fédérateur et que ça allait derrière créer autant d'enthousiasme et de volonté de revivre des choses comme ça. Je pensais que ça allait être un événement, bon voilà, c'est bien, on fait ça un samedi, ça va être marrant, on rigole et puis demain on passe à autre chose. Je ne pensais pas que là, ça allait se passer comme ça derrière. L'idée UTMB, la vie c'est un peu comme des cases à cocher et cette case à cocher de l'UTMB, je l'avais depuis longtemps. Je sais pas pourquoi, mais comme tu dis, c'est une des courses les plus mythiques, c'est l'un des trails les plus durs d'Europe. Donc du coup, sorti de la Broken 200, je savais que j'avais les jambes, j'avais pas d'enfant, j'avais du temps pour me préparer. J'ai une femme qui est très conciliante et je lui ai dit, bah écoute, moi je me lancerai bien dans le projet, puis aller chercher des points, parce que pour faire l'UTMB il faut des points. Puis je suis prêt pour aller à l'UTMB quoi. Mais dans ma tête je m'étais dit, oh, attends, je suis prêt, j'ai carrément les points. Je me préinscris et je suis pas pris. Au moment où il a eu les résultats, où il a vu qu'il n'était pas pris, il a eu quelques jours de déception. Et après, il s'est dit, tant pis, je vais le faire quand même. Donc non, Emeline, elle connaît ma folie, puis elle savait l'importance que je tenais à faire cette boucle autour du Mont Blanc. Donc elle m'a dit, au contraire, c'est encore mieux de le faire comme ça. En plus, tu vas le faire pour une asso. On reste des amateurs. On reste des amateurs et j'avais jamais monté de projet aussi gros que celui-là. Donc quand j'en parle avec Alexis, Puck, Julien, tu crées le projet puis tu dis bon ok, alors l'idée elle est là, on sait ce qu'on va faire, on n'a pas encore déterminé la date exacte, on sait ce qu'on va faire, mais maintenant il faut qu'on crée l'équipe, qu'on soit sûr des gens qu'on fait venir, mais il faut qu'on leur donne un rôle. La réunion, les carrés cubiques quoi. Et la présentation du roadbook, donc fait par Alex, et la présentation, le déroulé de l'événement, de l'épreuve, tout ce qu'on allait devoir faire, les différents points, et tout ce que nous, on était amenés à faire. Franchement, il nous fait une présentation. Moi, après, du coup, je suis vachement attentif parce que du coup, l'UTMB en soi, je le connais juste de nom. Mais les étapes, je connais l'UTMB, la distance et le dénivelé. Après, je connais pas plus que ça, quoi. Donc du coup, on rentre vraiment dans les détails où du coup, il a vraiment tout découpé. Il a fait des tronçons, donc il explique le nombre de kilomètres par tronçon avec le nombre de dénivelés. Qui serait chaud pour partir sur ce tronçon-là. À ce moment-là, des gens se projettent déjà à dire, ok, est-ce que moi déjà là, je me sens capable de l'assumer? Est-ce que du coup, je vais pouvoir en enchaîner plusieurs? Est-ce que on fait une introspection sur nous aussi? On se dit, ok, là c'est une grosse course. On dit qu'on va faire le Mont Blanc, mais il faut être prêt, quoi. Faut être prêt. Pareil, même rien que ce jour-là, on crée un truc en une semaine, on se dit tiens, samedi, on va se poser à Garville. On met un stand et puis on fait des allers-retours jusqu'à faire 4800 mètres de dénivelé, puis on voit le temps que ça prend. Et en fait, on arrive le jour J,
T'as le barnum, t'as les bâches, t'as les deux tables de massage, t'as tous les ravitaux, t'as la musique, Enfin, je vois la mairesse de Gerville qui est passée, la mairie de Gerville qui nous a suivis pour le projet, et des gens qui sont passés, ils nous ont dit, mais c'est quoi, c'est une course officielle, qu'est-ce que vous faites, c'est incroyable, là. Comment ça se fait que vous avez tout ça et tout. Là, je me suis dit, ah ouais, les gens, ils viennent même à croire qu'on est une organisation officielle, quoi, tu vois. Gerville, ça a été vraiment la jauge ultra importante. Flo, il est toujours en train de me chambrer en me fixant un objectif sans me demander. Comme ça, il est sûr, comme il me connaît, que je vais le dépasser. Parce que je ne peux pas m'arrêter à ce qu'on me fixe, il faut toujours que j'aille plus loin. Et Flo, c'est un petit malin. Hein. C'était donc montée, descente, montée, descente, montée, descente. Mine de rien, on prenait à peu près 50 à 60 mètres de D+, à chaque montée. Donc sur une courte distance, parce que quand même la montée elle fait un peu moins de 500 mètres je crois. Donc ça fait quand même du bon dénivelé. Pierre était aussi présent, et il y avait du volume aussi, donc Pierre qui devait être essentiellement l'un des paceurs principaux avec Christophe sur cet ultra. Voilà, donc les deux étaient prêts quoi. Étaient prêts et quand on les voit à la fin, les deux en train de se faire masser par Caroline et Marie, ils sont détendus. Flo, il y a une photo qui parle d'elle-même, hein, il est assis au bord de la table, tout détendu, sourire, alors qu'il vient de courir pendant 9 heures d'affilée et qu'il vient de faire 4800 mètres. Et cette sérénité, elle se fait aussi, elle se diffuse au sein du groupe. Alors, dans ma vie d'avant, quand je faisais du kayak, j'ai fait pas mal de prépa mentale. Donc, au niveau mental et psychologique, j'ai plutôt mes outils de travail, j'ai un petit peu l'habitude. Et au niveau physique, je me suis entraîné un petit peu avec Flo et j'ai continué un peu mon entraînement que je fais d'habitude. Honnêtement, je veux pas mentir, hein, je fais pas une prépa de ouf. Je fais la diagonale des Yvelines début avril, où j'y laisse un peu de jus. J'ai mes périostites qui reviennent, donc qui me font souffrir sur la fin et qui pendant 3 semaines me lâchent pas, donc vraiment impossible de courir. Mais l'échéance, elle continue à arriver quoi. Donc du coup, on se retrouve début mai où j'ai très peu de prépa en course à pied. Le 19 mai, j'ai mon ultra en Alsace. Donc du coup, j'essaie en l'espace de 3 semaines de caler quelques sorties un peu dénivelées. Et je me dis après, j'ai que 2 semaines de récup où du coup là on part au Mont Blanc. Donc là je me dis, est-ce que je vais réussir est-ce que mes jambes déjà à la fin de mon ultra en Alsace, elles vont être bien? Comment je vais réagir? Donc j'ai eu de la chance, enfin on a eu de la chance les pacers d'avoir Marie et Caro qui nous ont préparé mais vraiment du tonnerre de Dieu. Et on a eu une occasion rêvée, parce que Flo a décidé de se faire un petit défi de monter l'équivalent du Mont Blanc sur une côte à Gerville, en dénivelé. Et donc là, c'était l'occasion rêvée pour se tester et savoir, est-ce que déjà ça match entre moi et eux. L'idée, c'est de pouvoir préparer le corps et le faire qu'il soit le plus optimum possible dans ses fonctions physiques, mais également mentales. Donc moi, vraiment, mon objectif, ça a été de les mettre dans le confort. Et l'idée en TFH, c'est d'aller identifier les stress et de pouvoir les lever, en fait, les libérer. Donc moi, mon approche va être une approche plutôt globale, on va dire, sur le corps, de façon à ce que face à des objectifs, là, on a un objectif commun, hein, c'est d'aller vers ce Brocken et ce Mont Blanc, ce sacré défi, mais qui soient au plus dans leur performance physique et mentale, voilà, et émotionnelle. Ah non, c'est ouf. C'est ouf, elle va tester musculairement, émotionnellement, psychiquement. En fait, elle va réussir à rentrer partout où tu te dis personne ne peut y rentrer. En fait. Et en fin de compte, elle va savoir, je dis une bêtise, hein, si ton quadriceps, quand elle va faire une pression de 1 kg, du coup, il va pas tenir. Elle va lui toucher des points au niveau de ton dos ou des points. Et en fin de compte, elle te masse et 2 secondes après, ton muscle il tient. Quoi. Tu te dis, mais comment c'est faisable? Et après, même au niveau des émotions. Au niveau des émotions, elle dit pense à un truc que t'aimes pas, forcément ton muscle il va réagir, il va pas bien réagir. Pense à un truc que t'aimes bien, ton muscle il réagit bien. En fin de compte, elle arrive là à aller en profondeur où même toi tu n'y arriverais pas. L'idée, c'est de faire comme pour Florian, c'est-à-dire de se réadapter. Alors
pas toutes les semaines parce qu'ils ont quand même pas les mêmes charges d'entraînement que lui. Ça visiblement c'est ce qui en ressort. Mais d'avoir au moins une vraie séance d'ostéo avant la broken avec le temps qui nous reste, du suivi avec les différents outils que j'ai moi, parce qu'en fait, en plus de l'ostéo, j'ai quand même d'autres possibilités. J'ai une machine pour faire du laser, pour les traitements un peu flash en local, qui sont hyper efficaces et qui agissent très vite. J'ai aussi de la pose de taping, donc ça c'est pareil, ça agit sur le moment, ça agit aussi au moment de la compétition. Donc ça, on va faire vraiment au mieux pour ces réglages-là, pour chaque athlète avant qu'on parte à la broken. Je me rappelle que 2 semaines avant le départ, j'ai contacté Flo parce que j'avais regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau TMD, donc sur Tour du Mont Blanc, pour savoir quel était l'état des traces autour du Mont Blanc. Mauvaise surprise, première mauvaise surprise, on apprend que jusqu'au 25 juin, toutes les traces autour du Mont Blanc sont fermées pour cause d'enneigement exceptionnel. On passe nos journées sur les 10 derniers jours à regarder les bulletins météo parce que ça fait 50 ans qu'il n'a pas neigé comme ça à Chamonix. Il a fallu adapter le matériel en fonction d'eux. Là, on partait plus avec une paire de chaussures de trail, on partait avec d'autres choses. Sur les derniers jours, Alexis et Julien, ils passent leur journée à appeler les guides de montagne, les offices de tourisme, pour savoir si les chemins sont praticables. Il y a quand même un gars sur 2 qui dit « Ouais les gars, vous êtes chauds ». J'ai eu quelqu'un de très agréable au téléphone qui m'a posé quelques questions sur notre niveau, sur nos connaissances en montagne, savoir ce qu'on était capable de faire, savoir quel était notre objectif. Et quand je lui ai annoncé qu'on voulait faire ça en moins de 45 heures, il a dit si vous le faites, je vous tirerai mon chapeau, je vous dirai un grand bravo, mais les conditions ne s'y prêtent pas. Robin qui me dit qu'il a un pépin de santé, un pépin de santé qui a un peu que lui ne connaît pas trop, qui découvre là à la suite d'un ultra, et puis qui me dit là, Flo, alors je vais venir, mais j'ai un souci et je sais pas si je vais pouvoir courir parce que c'est un peu bizarre ce qui se passe et tout. Et quand il m'explique, je dis je dis carrément, ne prends pas de risque, viens avec nous si tu veux, mais ne prends pas de risque. Là, clairement, gros coup de massue, frustré, même limite, énervé, en colère, toutes les émotions négatives qui peuvent passer, quoi. Donc, petit souci de santé qui m'emmène à passer une après-midi à l'hôpital. Le médecin, clairement, je parle du projet, il me dit non. Il me dit en plus, par rapport à mes soucis de santé, il me dit ce qui favorise vos soucis de santé, c'est l'altitude. Je me dis super, on part à la montagne. Je dis quoi de mieux. Donc du coup, j'appelle Flo en sortant de l'hôpital. Enfin déjà, je savais pas comment lui annoncer. Parce que j'ai dit purée, moi ça m'embête. Et je dis Flo, comment il va le prendre? Après voilà, c'est un souci de santé, je savais qu'il le prendrait pas mal. Je décide de l'appeler, je lui explique quoi clairement. Et je sens sa déception. Bah oui. C'est comme ça, c'est que c'était écrit gros, c'est que c'est comme ça. Elle nous empêchera pas de prendre le départ et d'aller jusqu'au bout. Ce sera pas. J'en ai fait des ultras où j'ai passé des heures en montagne tout seul, c'est pas le problème. Est-ce que Robin, il va pouvoir participer? Est-ce qu'il est dans les conditions de courir? Et j'ai eu comme info qu'initialement, Robin ne pourrait certainement pas courir et ne pourrait certainement pas participer, qu'il serait présent, qu'il viendrait, mais en soutien logistique uniquement. Je me rappelle, je crois quelques heures plus tard, et me dit c'est l'apothéose, j'ai une deuxième mauvaise nouvelle. Christophe risque de partir en OPEX, donc en opération extérieure, et donc du coup on se retrouve peut-être avec encore potentiellement un paisseur en moins, mais c'est pas sûr, il n'y a rien de sûr. Il faut attendre le dernier moment et on pourra savoir qu'au dernier moment. Donc du coup je dis on est la dernière semaine. Ça va faire, si c'est au cas le plus défavorable, j'ai 3 pacers en moins. Il me reste Pierre et Julien. Et par rapport au roadbook qui était prévu, quand je regarde, je relis le roadbook que Alex m'avait envoyé en PDF, et je vois le roadbook et je me dis en fait, là va falloir trouver des solutions. Dans un état, et déjà si bien, c'est un miracle.
Et Christophe, pas sûr, on attend sur le retour. Il y a Pierre par contre, Pierre. Et puis il y a... on va se retrouver à 6. Même si à l'intérieur de moi, je me disais mais c'est catastrophique, ça va être compliqué, mais non, après, dans tous les cas, je savais qu'il allait aller jusqu'au bout. Du coup, après, on s'est vu avec Florian la veille du départ. On a pris la trace et on a refait l'épaisseur. On a redécoupé, on a refait l'épaisseur. Ça s'est pas mal redécoupé. Et du coup, c'est là que Flo m'a annoncé Juju, le grand col ferré, ce sera toi et ce sera Christophe. 8, 6, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Bon courage à vous, amusez-vous bien. Allez Flo! Allez, un effort terrible. Et puis non, il est plus fort que lui, il faut qu'il reparte sur une course avec des escaliers à n'en plus finir. Et là, je sais que son point rouge, il va être mis à rude épreuve. Et puis on me dit, c'est 6 heures de montée. Pendant 6 heures, tu montes dans le donjon et tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et c'est celui qui fait le plus de dénivelé qui gagne la course. Je dis c'est quand? Il me dit ouais c'est là. Je dis, 1 semaine avant Mont Blanc. Là je suis vraiment à 7 jours avant le Mont Blanc. Et je me dis vas-y, j'y vais, je fais 1 heure. Si je suis bien, je pousse la 2e heure. J'y vais, je fais la première heure. Et au bout de la première heure, je vois que j'ai déjà 2 ou 3 km d'avance sur le 2e. Je dis à Hugo, je peux pas m'arrêter, c'est pas possible. Et au final, je fais les 6 heures. Et je finis avec 11 km d'avance sur le 2e. Donc je gagne la course. Et je gagne la course 7 jours avant le Mont Blanc. Donc là, je me dis, bon, j'ai 7 jours, par contre, là, il faut que vraiment que je fais plus rien. On a voulu décaler le départ pour se dire, on tente le coup de passer le grand col ferré 2 jours. C'est pour ça aussi que j'avais fait un peu l'organisation des 2 véhicules. Et que je savais qu'il fallait que je me mette dans le van avec Pierre, parce que c'était nous qui allions avoir la plus grosse charge là-bas en course à pied. Enfin, là-bas, c'est ce qui était prévu. Et Puck va conduire, et puis ma femme, Emeline, a géré la route avec Puck, parce que je savais que ça allait être assez calme, et que j'allais pouvoir avoir l'esprit à pouvoir continuer ma visualisation, à être dans des conditions un peu plus calmes pour aborder ce qui allait arriver. Et même si j'aime énormément rigoler et faire le fou et tout avec les autres, il y a un moment il faut que je reste connecté à ce qui va se passer, parce que je vais demander des ressources incroyables à mon cerveau. Enfin, je vais monopoliser en fait tellement de mon cerveau. Si on a des pertes de lucidité et des hallucinations à la fin, c'est que on commence à être très très peu oxygéné au niveau du cerveau et qu'on a usé toutes nos ressources. Donc si mes ressources je les use déjà avant, ça veut dire que mes pertes de lucidité vont arriver beaucoup plus tôt. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il fallait que ça reste quand même un esprit assez calme et que je puisse me reposer à l'aller déjà sur ces 6 heures de route. Arrivé à Chamonix, je pense que l'état d'esprit de tout le monde a changé. Tu sentais l'esprit un peu comme un esprit début de compétition. Je pense que quand on est arrivé à l'hôtel, c'est vraiment là le moment où tout le monde s'est posé et on a mis toutes les choses à plat, notamment Marion et Emeline, qui ont vraiment tout repris avec Flo et tout. Et c'est là que vraiment on procédait au dernier réglage de la course. Alors ce qui était nouveau, c'était Christophe en fait, parce que Christophe on ne l'avait pas vu en fait. Alors c'est sûr, je m'en étais occupée à l'hôtel, donc je l'avais quand même dans mes mains, parce que c'est bête à dire, mais nous notre communication c'est nos mains et notre ressenti.
Alors avant l'hôtel, avant le départ, je ne connaissais pas Christophe, hein, à part dans l'échange, mais pas musculairement et pas dans son corps. J'en ai prévu un parce que normalement j'aurais pas besoin de changer, c'est surtout les t-shirts quoi. Effectivement, tu t'arrêtes entre guillemets. Ouais, j'ai eu le temps quand même. Alors nous, à l'arrivée là-bas, on décide déjà d'aller faire un petit tour avec Hugo et Robin, d'aller voir un peu les lieux, comment ça se passe pour pouvoir se mettre dedans. Et dès le retour, on part en course avec Emeline pour faire le repas du soir. L'aspect logistique et intendance, quoi, qui est pas négligeable. On avait tous besoin de manger, clairement. Et puis 12 qui mangent, quand même, ça fait un repas à faire, à gérer. Mais à quel moment on fait ça alors qu'on n'a que 3 heures sur place avant de partir? J'ai fait une sieste, le temps de préparer. J'ai préparé mes affaires, j'ai pris le temps de préparer pour savoir exactement ce que j'emmenais, ce que j'emmenais pas. Et moi, je me suis reposé. Non, pas d'échauffement spécifique. Ouais, manger comme des oufs, des pâtes et du jambon là, à foison. Ça, manger 3 gamelles de pâtes, pas de jambon. De 0 à 40, je vais pas me changer en fait. Non, voilà. Ouais. Donc je pars des. Je pars comment? Je pars. Je pensais partir en cours, mais avec des bonnes manchettes. C'est ce et que. la veste, si j'ai fait. C'est ce que je voulais faire à la base, mais au final, je vais mettre mon dama, manche longue, et plus une veste par-dessus. Non, si lourd et ça prend pas tant de place que ça. Je sais pas ce que ça vaudra sur le... Je le laisse. Je le laisse. Il a besoin de respirer, il a besoin de se retrouver. Il se met dans sa bulle en fait à ce moment-là, parce qu'il lui reste plus que quelques heures avant le départ. Donc voilà, je le laisse vraiment rentrer dans sa bulle et de se concentrer sur sa course. Vous allez le faire, les gars. Ce qui est bien avec ce tracé-là, c'est comme tu allais dire, c'est que ce tracé, le départ de l'UTMB, il est calme. C'est-à-dire que tu as 8 km à plat. Tu as l'impression que c'est... On l'a fait, quasiment tous les gars étaient avec moi et on l'a fait vraiment comme une balade, comme si c'était la sortie du dimanche et qu'on faisait nos 8 km. C'était vraiment... pour moi, c'était même pas encore le début de la course. C'était, voilà, on est entre les potes, on va courir. Le début de la course, il a été après le 8e kilomètre, quand je suis parti juste avec Christophe, de nuit. Là, ça a commencé. Là, on a commencé à monter, puis on a dit, ouais. Oh non, en même temps, moi, que dalle. Ah mais ils sont là. On vous attendait pas en bas, nous. Bravo, les gars. Ça va? Ceinture? Hop, ouais, hein? On a chaud. Il fait bon, hein? Moi, je crois que je vais la retirer. Ça va, Pierre? Après, il va peut-être faire plus frais quand on va monter là. Ah, mais on va monter. On est parti et puis on attaque la première ascension, on est hyper frais et puis on se dit là, on commence l'ascension, donc on est encore dans le village, donc ça monte, mais il y a encore des maisons autour de nous et puis avec Christophe on entend aboyer. Donc on dit les chiens qui aboient dans les maisons c'est normal et tout ça et puis ça devient plus prononcé, on continue à monter avec Christophe et puis nous on a le tracé sur les montres, donc on suit le tracé exact de l'UTMB, puis on se retrouve dans le chemin de l'UTMB. Et il n'y a pas d'organisation officielle là, c'est à nous de faire la trace et à nous de gérer suivant ce qu'on va trouver sur le parcours. Et au détour d'un virage, on se retrouve nez à nez avec 6 patous, des énormes chiens de montagne qui protègent leur troupeau de moutons. Et le troupeau de moutons, d'une centaine de moutons, il est posé sur le chemin de l'UTMB. Et vraiment sur le chemin. Et tu as 6 patous qui nous montent les crocs à 2-3 mètres, qui avancent vers nous et tu dis mais attends, mais là il fait nuit noire, on va se faire bouffer par 6 chiens là. Je vois l'heure qui passe et je me dis c'est pas normal, il devrait déjà être là. Avec les calculs qu'on avait fait, il aurait dû déjà être présent. Donc là on s'arrête, on fait marche arrière mais en continuant de fixer les chiens des yeux. En disant ouais on va pas passer par là, Et du coup on recule, on les lâche pas du regard, Et quand on est assez loin de distance, on se retourne puis on part, donc on revient, on rebrousse chemin. Et là on se dit ouais, ça fait 12 bornes ou 13 bornes qu'on court, on est au début du projet, il nous reste 155 km à faire. Si c'est ça pendant tout le parcours, ça va être très très compliqué. Oui, on avait pris 1000 mètres de dénivelé et puis
C'était combien? C'était Saint-Gervais, voilà, 23 ou 24 km, 1000 mètres de dénivelé. C'était un petit check pour voir, voilà, drainer un peu les muscles. Et puis, mais on arrive à Saint-Gervais, on est frais. Franchement, on est bien. On prend un truc chaud à boire parce que on est de nuit, il fait quand même pas si chaud que ça. Il caille quand même. Donc on prend un... Moi, je prends conscience qu'il fait froid quand je vous vois, en fait. Pas quand moi je cours. C'est quand je vous vois que je prends conscience qu'il fait froid. Parce que quand je vois comment vous êtes habillés, quand je vois comment Emeline, elle est camouflée, et je dis là, il doit faire froid quand même, là. À l'ascension du col du petit bonhomme. Et puis là, on savait qu'on allait attaquer la phase inconnue et compliquée. Le col du petit bonhomme, c'était le petit frère du grand col ferré en termes de difficulté. Donc on savait que ça allait être la première difficulté, mais que ça ne serait pas encore à la hauteur de ce qu'on allait rencontrer au col ferré. Et du coup, on part à l'ascension du col du petit bonhomme. Surtout que c'est dur, parce que là, on est dans la neige. Donc on a mis les chaînes, les pointes aux pieds, on a les bâtons. On marche dans la neige à des fois s'enfoncer de 30 à 40 cm. On crée la trace. Avec le tracé, en fait, le tracé GPS sur la montre, en fait, on avait la boussole et la carte sur le GPS. Et ça permettait, comme on n'avait pas les chemins, comme on avait la neige par-dessus les chemins, de pouvoir se guider à travers. Surtout en plus la nuit, pas de chemin de nuit, un peu en mode aventurier. Ce qui était incroyable, c'est que sur nos montres, on était pile poil sur le tracé du TMB. Savoir que le tracé du TMB, c'est un chemin du début à la fin. Et que là, on crée la trace. C'est-à-dire que nous, on est en train de faire l'UTMB et que le tracé du TMB, il est 2-3 mètres en dessous. Alors ouais, peut-être sur le premier col, on a eu un petit peu de mal à trouver vraiment le chemin pour se mettre en route, mais pas plus galère que ça, franchement, avec un peu les pieds qui s'enfonçaient dans la neige, tout ça. Et que là, pour nous, c'est incroyable parce qu'on voit, on est sur le col et puis il n'y a tellement pas de traces au sol que devant nous, c'est juste la montagne qui est lisse, avec le ciel qui est encore un peu blanc. Donc même la montagne se fond avec le ciel. Tu prends l'ampleur du truc et là tu dis waouh, c'est le premier col. C'est le premier col. Et là on est en train d'en chier. C'est le premier col et là on en chie. Et là où je prends conscience que les pacers, je pense que j'en avais pas encore pris autant conscience qu'au passage du premier col. Et là, je prends conscience des pacers. L'importance, c'est que les gars, en fait, ils se sont toujours relayés pour être devant moi. C'est-à-dire que c'est toujours eux qui ont fait la trace. C'est-à-dire que moi, j'avais plus qu'à marcher dans leurs pas. Et ça, je l'ai fait 2-3 fois à marcher un peu dans la neige, à créer ma trace. J'ai vu l'énergie que ça brûlait. Franchement, je les remercie parce que les mecs, ils se sont donnés pour créer les traces. C'est clair. J'arrive en filmant. Fort. Ah, on va faire court. Elle est incroyable la neige là. Hein. Allez hop, c'est dans la boîte. Ça surprend. Parce que quand tu arrives là-haut et que tu vois le chalet du col du petit bonhomme où tu vois juste la pointe du toit, tu dis waouh, là il y a une épaisseur de neige. Là. Tu vois, il n'y a pas de trace au sol. Ouais, tu dis c'est chaud. C'est en place. Comment tu te sens là? Tout le monde Bah, là, pour l'instant ça va. C'est 2h45, parce que s'ils sont pas là combat, là on fait. Je viens d'en mettre une là quand on était dans la neige. Alors pour nous, c'était du coup dès l'arrivée sur le ravito, mise en place de la tonnelle,
des tables de massage pendant que les filles elles préparaient leur matériel de leur côté. Et après, dès qu'ils arrivaient, c'était massage directement. Et nous, on faisait ce qu'on avait à faire à côté. Et au moment du départ, on rangeait le matériel. Il y a Puck qui était avec nous, qui supervisait un petit peu tout. Et franchement, c'est grâce à lui qu'on a pu être aussi carré. Parce qu'en amont de chaque ravito, c'est lui qui nous disait quoi faire avec Théo. Donc ça a déroulé tranquillement grâce à lui, je pense. Pour le coup, c'est plutôt nos mains, du coup Caro et moi, qui sont intuitives et qui savent ce qu'il y a à faire. Eux nous décrivent comment ils se sentent et nous, on dispose d'outils et il faut savoir qu'on avait 5 minutes pour les mettre au top. 5 à maxi 10 minutes. Donc il faut être stratégique et le plus efficace possible et sans pour autant les fatiguer, parce que le problème de drainer ou de masser, l'idée c'est qu'ils puissent repartir directement sans avoir le coup de barre ou se dire waouh, ça m'a cassé. Donc c'est le juste dosage, aussi bien dans le temps passé sur eux que sur notre qualité de pression. Bon, les gars en forme, hein. Robin a fait son anniversaire sur une tartine de pain. Ah, c'était marrant. C'était marrant de souffler de ma bougie sur un bout de brioche avec du Nutella. Franchement, c'était original. C'est la première fois. Je pense que ce sera peut-être la dernière fois. Mais c'était unique. Ah non, clairement unique. Il peut souffler sa bougie à Chapieux. Je pense pas que la prochaine, je vais la souffler à Chapieux. Petit déjeuner. Vrai petit déjeuner qui se passe bien. Hein. Donc avec tout ce qui nous a été fourni par Carrefour, hein, qui a été un gros partenaire, surtout en termes d'alimentation, ça a été top pour nous. Là, c'était un vrai ravito où on savait qu'ils allaient passer un peu plus de temps. Donc là, on installe vraiment les 2 tables. On installe le barnum et on installe même de quoi les réchauffer. Tout le monde reprend des forces et ça repart. Et là, on va dire qu'on a les premières grosses anecdotes qui sont les anecdotes mémorables. Donc ils repartent. Toi Nasser, tu les suis avec le drone. Hein. Tu les suis avec le drone et puis tu es avec Christophe Pucker qui est interrogé sur comment fonctionne le drone et qui vient vers toi. Je suis pas loin, je suis à 100-200 mètres et je te vois lui montrer le drone et puis d'un seul coup je te vois faire une tête un petit peu louche et puis on comprend rapidement que tu as perdu le drone. Et du coup là on perd le drone, donc on se retrouve à séparer la logistique en deux, une partie de la logistique qui part directement sur le prochain point puisque le temps de navigation entre le prochain point et le temps de navigation en véhicule est le même qu'en courant, quasi, à une dizaine de minutes près, donc on ne pouvait pas se permettre de prendre du retard. Alors sur la télécommande de Nasser, il y avait un petit GPS, lui savait à peu près où il l'avait perdu. Donc avec Julien, Nasser et moi, et Pierre au début on est monté. On a cherché le drone, fallait traverser la rivière, donc je m'y suis mis sans réfléchir, parce que moi j'aime bien ces petites aventures. Donc Nasser essayait de me guider, c'était un peu compliqué parce qu'il était loin, donc j'entendais pas forcément bien. Et au final j'étais pas du tout au bon endroit, et c'est Julien et Nasser qui ont réussi à le retrouver environ une bonne heure après. Et c'est vrai que c'était un moment de soulagement pour tous. Et là, on fait 5 km et je vais dire, à 500 mètres de l'amorce du premier col, Christophe courait devant moi et il prend un mauvais appui sur une pierre et là, il se retourne littéralement la cheville, devant moi. Et là, je le vois se jeter au sol. Je comprends tout de suite. Tout de suite, je comprends. J'ai vécu, ça fait 20 ans que je fais de la course à pied, j'ai fait du ultra, je me suis retourné les chevilles. Et là, quand je le vois se retourner la cheville et je sais qu'il a des problèmes de cheville, là, je comprends. Tout de suite, en quelques secondes, l'image dans ma tête, elle est faite, quoi. Ouais. Et donc, du coup, il se jette au sol, il retire sa chaussure, sa chaussette, on regarde et tout. Et là, il me dit, voilà, c'est mort. Il me dit, voilà. Il se passe 1 ou 2 minutes et puis il dit, bon, vas-y, on essaye, je me relève. Et puis là, il me pose à peine le pied au sol, il me dit, waouh, il me dit, non, c'est pas impossible. On part à l'ascension du col. Et là, dans ma tête, je suis... Le van est reparti. Là, je capte, il ne reste plus que vous avec le drone. Je demande qui c'est qu'il y a dans le VTP. Robin qui ne pouvait pas courir, à la base qui ne pouvait pas courir. Waouh! Et là, je dis, on a le col ferré à passer de jour. Il va falloir prendre une décision rapide. Il va falloir prendre les bonnes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il va falloir prendre une décision. Il y a le facteur temps qui est hyper important. On a déjà décalé
le départ de 4 heures justement pour jouer sur ce facteur temps. Et là, sur une mauvaise décision, on peut perdre beaucoup de temps. Donc là, je vais prendre une décision personnelle qui va jouer pour la suite de l'histoire, mais je vais prendre une décision et je ne dérogerai pas à ça, c'est que je vais ramener Christophe au bord de la route. J'ai réussi à vous joindre par Talkie et donc du coup, je demande à ce que vous veniez récupérer Christophe sur la route et moi je pars tout seul à l'ascension du double col. Donc c'est ce qui va se passer, vous allez récupérer. Et là, moi je pars tout seul. Je pars tout seul dans l'ascension du double col et quand je repars dans la première montée, il se passe au moins une demi-heure, 1 heure où je me dis, ouais, là tu joues avec le feu. Là tu sais ce que tu as vécu au col du bonhomme, tu as marché dans leurs traces, ils ont fait les traces pour toi pendant des heures. Là tu pars pour l'ascension d'un double col où il va falloir que tu fasses les traces toi-même, que tu te repères tout seul et pas que tu te loupes. Et que tu examines tous les risques. Et là, tu te dis, est-ce que tu n'as pas fait une connerie, tu vois? Quand du coup Flo nous appelle par radio pour nous dire que Christophe s'est blessé, moi clairement je dis il faut qu'il y en ait qui portent avec lui. Je dis c'était hors de question déjà qu'il reprenne le tracé tout seul. Donc je m'étais dit Juju qui était à proximité, qui fait partie des pacers officiels, je l'avais contacté par radio, je lui ai dit prends le départ. Je lui ai dit ne le laisse pas tout seul, je lui ai dit là il y a un double col à passer. Je lui dis pour moi, faut pas laisser tout seul. Sauf que Flo, voilà, on le connaît. Hein. Récupère, vous le ramenez avec le minibus. Et là, j'ouvre le minibus et je le vois. Effectivement, il s'est fait une belle entorse à la cheville droite. Et là, il faut que je fasse quelque chose. Et on est au milieu de nulle part. Il faut agir vite parce que une cheville ça gonfle vite et plus vite ça gonfle et plus ça fait mal et on sait qu'il nous reste potentiellement 30 heures de course et que lui pendant 30 heures il faut quand même qu'il soit pris en charge donc là la priorité c'est ça, c'est de soigner sa cheville tout de suite donc aussi bien j'avais pris des packs de chaud instantanés, aussi bien j'avais pris des packs de froid instantanés. donc on utilise les packs de froid et très rapidement je fais de la contention sur sa cheville pour pas que ça gonfle. Et donc là j'ai des émotions qui remontent et je me dis mais c'est pas possible qu'il soit tout seul sur cette partie-là, surtout que c'était très enneigé. Nous on arrive à un endroit avec le van où on nous dit que ça vient tout juste d'être déneigé, il y avait plus de 3 mètres de neige. Voilà, c'était quand même très très impressionnant. Et de le savoir seul, à des endroits où il pouvait ne pas capter, à tout moment je me suis dit risque d'avalanche, il peut très bien lui arriver quoi que ce soit. Nous on est quand même assez loin et le seul moyen de le retrouver ça serait peut-être en hélico. Ouais. Et je monte. Je m'arrête un moment pour faire une vidéo pour dire voilà, je suis solo au milieu de la montagne là. Voilà, Christophe il s'est blessé, kilomètre 60. Du coup ils l'ont récupéré. Il est trop galère d'avoir un autre pacer là pour ce tronçon là. Donc un petit tronçon en solo avec le soleil. Voilà. On fait attention, on prend notre temps. Allez, rendez-vous au kilomètre 69. Le truc que je croise là-haut, c'est une marmotte. Et je monte et j'arrive dans le col, le premier. Et là, je crois que j'oublierai jamais de ma vie. Là, il y a une avalanche qui passe à côté de moi, là, qui tombe à côté de moi. Et à ce moment-là, je n'arrive pas à voir où je vais. Ma montre, elle me dit que je suis à 30-40 mètres de la trace. Et peu importe ce que je fais, dans le sens où je vais, je n'arrive pas à me rapprocher de la trace. Ma montre, elle ne veut pas se remettre, à chaque fois elle tourne, et à chaque fois que j'avance, elle me donne une autre direction. Et je l'ai regardé sur mon profil de course à la fin, et on voit très bien, je pars pas du tout dans la bonne direction. Et à un moment, je pars vers la droite, et alors, pour moi, et pas du tout, je m'en éloigne. Et là, j'arrive au flanc d'une montagne, et je dis, c'est pas possible, je ne peux pas passer par là. Donc là, je me pose, je dis là, je souffle, je dis maintenant, tu vas arrêter de regarder ta montre et tu vas étudier. Si c'est une course à pied, quoi qu'il arrive, il faut que ça passe par un endroit où j'ai pas besoin de faire d'alpinisme. Donc regarde la montagne, étudie et regarde par où
Ça devrait passer. Et là, je regarde, je vois un flanc de montagne, je vois un trou entre les montagnes qui repart sur la gauche et qui passe entre les deux comme ça. Je dis écoute, ferme les yeux, regarde pas ton tracé, il n'y a pas d'autre solution, ça doit passer par là. Donc là, je regarde plus ma montre et je repars dans cette direction-là. Donc je remarche un peu en flanc de montagne sur des pans de neige qui ne sont pas encore tombés, donc sur des plaques qui sont encore glissantes, donc qui peuvent partir en avalanche. Donc je marche, mais vraiment sur la pointe, tranquille, je fais pas un bruit, rien, je marche tout doucement, j'avance et je vise ce que je raconte là, je ne le raconte à personne encore. Et je passe entre les flancs de montagne. Et donc ça, c'est l'ascension du premier col. Et j'arrive entre les deux montagnes, je galère comme pas possible. Je m'en veux. J'ai limite à un moment les larmes aux yeux. Je me dis, mais t'es en train de faire un truc, mais est-ce que tu vas réussir à passer le double col seul? Ça va être... Tu te poses ces questions-là? Ouais. Je me dis, mais en fait, j'ai le talkie avec moi et la balise Garmin. J'ai tout. Mais j'ai pas de... Tu vois, je peux partir sur une plaque glissante à un moment. Il n'y a personne qui va me rattraper. Il n'y a pas d'hélico, il n'y a rien. Il n'y a pas d'organisation officielle, il n'y a pas un mec qui me check. Il n'y a rien. Je suis là tout seul. Te loupe pas, mec. Il faut que tu arrives de l'autre côté. Il y a ta femme et tes amis qui t'attendent. Il faut que tu arrives de l'autre côté. Donc on a continué. On s'est dit, bon, on va au ravitaillement au plus vite. Sauf qu'il n'avançait pas du tout. Enfin voilà, donc non, je me suis imaginé les pires choses qu'on peut s'imaginer. Et donc on va pour aller au ravitaillement, sauf qu'on est bloqué sur la route, on ne pouvait pas avancer. Donc on décide avec Pierre d'y aller à pied et de le retrouver quoi, au lac de Combal. Et donc on attend pas mal de temps avec Pierre, je crois qu'on a dû faire 5 km à pied. On attend pas mal de temps, on regarde la balise, on voit que ça avance pas vraiment, on essaye de joindre, alors sur son portable, non, il n'y a pas de réseau. Sur le talkie-walkie, c'est pareil, il ne nous répondait pas. Donc voilà, tout ça, c'était très, très stressant. J'arrive enfin à la voir quelques temps après, où il me dit que c'est dur pour lui, qu'il ne retrouve pas son chemin, qu'il n'arrive pas à redescendre. Voilà. Donc on attend, on essaye de le rassurer. Et après, bon, au final, voilà, ça s'est bien passé, parce qu'il est arrivé à ce ravitaillement-là. Je vais mettre ma vie de direct, là. L'important, je vais mettre ma direct. Je pense. Pierre, il est pas là, il est là, Pierre. Ouais, vas-y, bah où comme ça fait le non, ouais. Je fais un peu. T'as l'habitude, t'as déjà fait? Ouais. Si je t'en mets aussi sur les conneries, ça. Mais c'est sa cheville qui l'embête depuis un moment, donc ça se trouve, il va pouvoir recourir. On va se trapper, on va mettre du taping, et peut-être qu'il va recourir. Donc à ce moment-là, je me dis non, je commence pas, enfin je me fais pas de faux espoirs. Donc du coup, on prend la route direction de Courmayeur, parce que du coup, on avait décidé de se scinder en deux. Après, arrive à Courmayeur, là, la cheville, elle avait, malgré le strapping, le froid et autres, elle avait doublé de volume, elle était vraiment pas belle, quoi. Donc à ce moment-là, je commence à faire une introspection sur moi, à me dire ok, t'as pas eu tes problèmes de santé pour le moment, t'as eu aucun petit truc, rien du tout, quoi. Donc je me dis on verra, si besoin je me proposerai, et si Flo valide, et si le staff valide, quoi. Je dis ce sera pas moi qui vais forcer, puis du coup tout le monde me regarde et ils me disent est-ce que tu te sens pour faire le prochain tronçon? Je lui dis ouais, le prochain tronçon, du coup je regarde vite fait ce qui m'attendait, c'était Courmayeur à Nouvaz. 17 km, 1200 mètres de dénivelé, je me dis ouais, carrément. Quand Emeline m'a dit ouais, c'est Robin qui repart avec toi, et là je lui ai dit ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est cool. Robin est vraiment très frais, et là il va pouvoir m'emmener sur un rythme, un bon rythme. Comme l'année dernière, toujours le même stade. Ouais. Oui, je vais y aller. Confiance, ça va passer. Direct, j'essaye de faire en sorte que ça ne va pas finir trop tard. C'est ça. Ne te mets pas, tu vas finir. Oui, je vais le finir. Là, je vais finir. Mais c'est pour rester plus pour vous, je ne veux pas le finir. T'inquiète pas pour nous. Non, c'est bon. Non, bah laisse tomber. Tu vas avoir du matos pour rien là. Allez. La montre, c'est bon. Les gourdes, elles sont pleines.
La balise GPS. Robin, t'es prêt? C'est good. Top. Allez, super. Je suis Allez, content les de gars. commencer. Allez, les gars. gros. Allez, allez, Bisous. allez, les gars. Bisous. Allez, gros. Allez. On va pouvoir repartir, regagner, rejouer un peu la montre. Et donc du coup, on est reparti de Courmayeur. Avec Robin. Je me rappelle très très bien repartir avec lui sur la route à une allure. Je me suis dit mec, je nous regardais courir. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé jusqu'à présent. 4 km de montée, on monte super vite, franchement. On arrive au-dessus, voilà, dans la grêle. Orage de grêle. Et puis après, on relance. Flo, il me dit, tu te mets devant moi et puis tu m'emmènes. Il me dit, je me fous derrière toi, tu me mets l'allure. Tu mets l'allure que tu veux. Si ça va trop vite, je te le dis. Si ça va pas assez vite, je te le dis. Donc du coup, je me fous devant lui. On part. Et on fait notre petite route. On tombe sur un chalet. Je me souviens, on tombe sur des personnes. Sur un refuge, mais là totalement inaccessible en voiture, hein, du coup je pense qu'il était arrivé à pied, où on demande nous, si on peut remplir nos flasques parce qu'on avait quand même bien consommé dans la montée, et c'était des personnes qui parlaient en anglais, et du coup on parle un petit peu avec eux, et du coup ils nous demandent ce qu'on fait là, quoi. On est en train de dire qu'on est en train de faire le tour du Mont Blanc et que d'ici 2 heures, 3 heures, on monte le grand col ferré, quoi. Ils nous ont regardé, ils ont dit vous êtes des fous malades, et clairement elle nous a dit crazy, quoi. Bon, on repart avec Robin et puis là on a mis les frontales, donc on repart avec les frontales et puis là il y a un très beau souvenir, j'en parlais encore il y a quelques jours avec Puck, on arrive en flanc de montagne et puis on arrive du coup, on avait une phase de descente pour aller récupérer après la montée pour le col ferré, et dans cette phase de descente c'est un S dans la montagne pareil, et là il faisait nuit. Nuit noire, pas un éclairage, rien, tu distinguais même plus la montagne du ciel, il y avait noir, tu étais dans le noir complet. Et je vois, de loin, très loin, un véhicule arrêté dans le creux de la montagne, en warning. Et là, je regarde 1 fois, 2 fois, on court avec Robin, on court. Puis là, je prends le talkie, c'est moi qui ai le talkie, je fais ouais, vous me recevez, ouais. Et par hasard, c'est pas vous avec le véhicule en bas, en warning, en bas de la montagne? Ah si, c'est nous. Il dit, bah, lève la tête en haut à gauche. Et là, Puck me raconte avec ses mots, il lève la tête et il nous voit. Rien dans la montagne, juste 2 frontales qui descendent. En S, comme ça. Là. Et je me mets à leur place, je me dis, mais enfin, moi, ça doit être incroyable. Et je vois le véhicule qui se déplace pour être sûr de nous voir, tu vois. Et du coup, on s'est vus, on s'est regardés, eux et nous, pendant peut-être 2 heures comme ça, à descendre la montagne, pour aller les récupérer. Et ce moment-là, j'ai adoré, parce qu'il n'y avait rien. On était seuls au monde. On ne captait pas avec les téléphones, il n'y avait pas un lampadaire, il n'y avait pas une installation industrielle, il n'y avait pas une maison, il n'y avait rien, il n'y avait pas de câble électrique, c'était la nature et nous. Et on n'était que nous, au milieu de la montagne, en pleine nuit, il était minuit, et on était là, juste entre nous. Et je dis, on est en train de faire un truc de malade, on est en train de faire un truc de fou là. Quand j'arrive, les 2 sont chargés, et je vois très bien quand je finis de me préparer et que je dis, bon les gars, on y va là, parce qu'on a le col à passer. C'est un bisou à Emeline et puis les gars, on se retrouve de l'autre côté. Hein. Allez, préparez bien, faites un truc chaud parce que quand on va arriver, il fera un peu froid, mais on aura passé le col ferré. Des petites galères, oui. De toute façon, ça peut pas se passer autrement de toute façon. Des petites galères matérielles, ouais, voilà, ni plus ni moins, c'est un peu ça, un groupe électrogène qui tombe en panne. J'ai la chance d'avoir un van équipé d'une bouteille de gaz avec des petites plaques. Au vu du nombre qu'on était sur place, les petites plaques, ça aurait été très limite. Donc on avait prévu un groupe avec une plus grosse plaque extérieure avec une grosse gamelle. Mais du coup on s'est rabattu sur le van et on a fait au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait le repas chaud pour les coureurs et puis ensuite nous entre guillemets le restant de la log et puis le médical entre guillemets avec les kinés ostéo et puis tout le reste on pouvait manger au compte-gouttes après. Pour nous ça importait peu, mais c'était eux surtout qu'il fallait vraiment réalimenter tout de suite, surtout en chaud, parce que la panne a eu lieu après une grosse étape et qu'il fallait à tout prix pour le reste, surtout pour le reste de la course, qu'il fallait à tout prix gérer, quoi. Chose qui se complique, je sais très bien, après avoir consulté les réseaux sociaux, que depuis 10 mois, personne n'est passé sur cette trace.
Donc du coup, ça met un petit côté de challenge. D'accord ? On arrive, on part en courant, c'est que de la terre, on est dans les forêts, c'est la plaine, c'est tranquille. On arrive au début, on rencontre un petit ruissellement d'eau, hein, d'accord ? Et derrière ce petit ruissellement d'eau, que de la neige. On s'arrête ici et je regarde les gars, je dis, les gars, je pense que c'est parti, hein, on y est. Hein. Et tout le monde est OP, enfin Pierre, moi, Flo, voilà. On commence à sortir, à s'aider entre nous, on commence à sortir les Yaktrax, on commence à sortir les crampons, on s'équipe. Et je prends l'initiative en tant que Fred de partir devant, d'imposer un rythme, et d'imposer une allure. Ça, je vais le faire pendant à peu près plus de 5 km. Où c'est que je vais me mettre devant, je vais imposer le rythme, l'allure. Je vais me focaliser sur ma montre et sur la trace. Et puis, je vais aussi me focaliser et aussi me faire aider par Pierre qui est derrière lui aussi sur la montre et qui me confirme, qu'on confirme tous les deux notre lieu de passage pour être sûr qu'on soit sur le bon endroit, la bonne zone. On rencontre par endroits sur le début du parcours quelques traces de raquettes. Donc on se dit qu'il y a quelques petits randonneurs qui sont venus explorer le terrain, mais qui ne sont pas allés bien loin. On voit rapidement que certaines traces de raquettes ont fait demi-tour et ont rebroussé chemin, et on comprend rapidement pourquoi. Puisqu'on tombe sur une neige dure, avec des dévers importants, de la neige sur laquelle on n'est pas sûr qu'en dessous ça ne soit pas le vide, puisqu'on s'aperçoit très bien qu'il y a des écoulements de rivière dans ces parties-là de montagne, et on sait très bien qu'en dessous, il y a la neige, mais en dessous de la neige, il n'y a peut-être rien. La nuit va être longue. On sait que la nuit va être longue, on l'aborde, on se parle beaucoup. Et Pierre et Julien, ils parlent énormément. Ils parlent pas pour se raconter leur vie, ils parlent pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc Julien fait les traces, il fait les traces dans la neige, donc il tape la neige à chaque fois. Et Pierre est un peu plus focus sur le tracé, Julien regarde aussi le tracé, mais ensemble, ils se mettent d'accord sur des tronçons à passer, pour dire on va passer par là, et même des fois à détourner un petit peu le trajet pour dire attends, on va pas prendre de risque, on va passer là. Et moi je suis derrière et tu pourras demander aux gars, je ne parle pas. Je ne parle pas du tout de la montée. Je dis pas un mot. Je suis la tête dans la neige, dans les pieds de Pierre ou dans les pieds de Julien, avec mes bâtons, et je monte. Je monte, je veux pas m'user, je veux pas dépenser de l'énergie pour rien. Quand ils me demandent Flo, ça va, mais je ne parle pas. Je les laisse faire. Quand ils s'arrêtent parce qu'ils ont un doute sur le trajet, je les laisse chercher sur leur montre, j'attends appuyer sur mes bâtons et je repars qu'une fois que voilà, ils sont sûrs et on y va. Tu vois, on y va. Et je reste conscient des risques et j'essaye de faire attention à tout. Quand il faut mettre les pointes au pied, on met les pointes. Quand il faut sortir le piolet, on sort le piolet. Mais dans la phase de montée, à ce moment-là, je me dis que c'est la phase de montée qui va être la plus dure. On arrive en haut du col. Comme 3 enfants, quoi. On arrive en haut du col et puis là on pose les bâtons. Et c'est nuit noire totale. On sait qu'on est en haut du col ferré. Et on dit putain, les gars. On regarde pas à 10 mètres, hein, mais on est là en train de se dire putain, on vient de monter le col ferré, hein, tu vois. On vient de le faire. Congère importante sur un flanc de montagne, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. On sait pas ce qu'il y a dessous, on sait très bien que voilà, on se retourne, on voit un endroit où c'est un petit peu plus creux, on estime que la congère va être moins haute et on décide d'emprunter ce passage-là. On se faufile entre les deux, on arrive pour se faufiler, les Petzl éclairent tout le plateau de la descente et là on s'aperçoit que la neige sur le plateau, c'est de la neige bien poudreuse et de la neige qui demande qu'une chose, c'est à glisser. On va être obligé de passer par cet endroit-là tout en faisant attention, en essayant de le contourner et en essayant d'être super prudent. On descend, on y va, Flo il est toujours derrière, il bronche pas d'un poil, toujours avec sa mentalité et sa détermination hors norme. Il est là, il est présent, on sent que son aura nous guide jusqu'au prochain point. Et donc on commence à emprunter la descente et là c'est là qu'on commençait la suite des galères, parce que la montée était déjà une première partie, mais la descente compensait. On s'est dit, on redescend en dessous de 1700, on va être tranquille. On va pouvoir faire de la descente banale. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Tous les 200-400 mètres, on se retrouvait avec une coulée de neige à franchir, avec aucune trace. Et donc notre trace qu'on devait emprunter, donc le monotrace qu'on a emprunté, le single, coupé par cette neige.
Donc ça impliquait à chaque fois à faire des efforts, à faire des traces dans la neige, dans la pente, donc avec le côté du pied, à planter le pied et à se servir du bâton supérieur pour s'appuyer et du bâton inférieur pour se tenir en équilibre. Je traverse un moment et du coup un coup mon bâton s'enfonce, un coup il s'enfonce pas puisque un coup la neige est dure, un coup elle l'est pas. Et à un moment je sais pas pourquoi mon bâton s'enfonce et au même moment mon pied arrière rip. Il part en glissade et heureusement, et je sauve la vie, c'est que c'est le seul endroit où il part en glissade et qu'il y avait des arbustes en dessous, qui est rattrapé par les buissons et lui il plante le piolet pour que le piolet l'arrête. Donc là il n'y a plus un bruit, on se regarde, on dit mais mec on va jamais arriver en bas, c'est impossible. Moment de soulagement je pense pour Flo parce qu'ils m'ont quand même vu chuter et ils n'ont rien pu faire. Ils m'ont vu remonter, je remontais en rigolant. Voilà, on a pris ça sur le ton de l'humour et sur le ton de la rigolade. Hein. On continue un peu plus et puis là je repasse devant et puis derrière moi j'entends un bruit de claque, Flo qui casse son bâton dans la même condition que moi sans faire la chute en contrebas, juste en tombant sur le côté. Il casse son premier bâton. Peut-être un peu plus galère sur le deuxième parce que la première partie de la côte était super pentue, donc on a glissé un petit peu, du mal à prendre le rythme. Et de nuit en plus. Donc une fois arrivé là-haut, on a passé des congères, c'était un peu en mode glissade un peu compliqué. Et ouais, pas mal de glissades sur la dernière partie. Surtout en fin de nuit, un peu fatigué, moins lucide. C'est pour ça que Julien, lui, il a cassé un bâton, Florian, il en a cassé 2, qu'on a avancé un peu à tâtons, mais... C'est que bon, nous, on était persuadés que le ravito, il était là. On arrive à la Foulie, on attendait que ça à la ville. On s'est dit là, on va prendre un truc vraiment chaud. Là, c'était notre point de chute et on s'est dit, on vient de passer la nuit, le soleil se lève, on vient de passer la nuit dans le col ferré. Là, la Foulie, je peux te dire que le ravito, je vais lui mettre une tartine. On arrive à l'entrée de la Foulie, on arrive à contacter Théo par Toki et je me rappellerai toujours, hein, Théo me dit bon, c'est bon, on est au ravito. On arrive à l'entrée de la Foulie et on croit de loin apercevoir le van. C'était pas le cas, c'était des rondins de bois. On traverse le village et puis on arrive à la moitié du village et on rebalance un deuxième message en disant vous êtes où? On est à la Foulie. On continue d'avancer et là on voit qu'on arrive à la sortie, un grand parking sur notre gauche, des rondins de bois qui servent de pot de fleurs. Et là on s'arrête 2 secondes et on prend la peine de passer un appel supplémentaire, mais un appel téléphonique cette fois-ci. Et là on apprend par, je crois que c'était Christophe que j'ai eu au téléphone, qui nous dit on est à Orsières, route de la Foulie, et non pas l'inverse, à la Foulie, route d'Orsières. Donc on se retrouve avec une petite inversion, donc on se retrouve sans ravitaillement et là quand je tourne la tête à gauche, je vois le panneau d'Orsières qui indique une distance de 13 km par la route. Et il y a une incompréhension qui est pas grave, ça fait partie de l'aventure et j'en veux à personne. J'en veux absolument à personne. Il y a eu un loupé, c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Mais là quand on nous dit votre position, vous êtes 10 km plus loin que là où on était. 10 km. On vient de faire le col ferré. Ma montre s'est éteinte, j'ai plus de batterie, donc j'ai plus le tracé GPS sur ma montre. Donc moi j'ai plus moyen de m'orienter. Pierre et Julien, ils sont lessivés du col ferré. Il y a un tronc d'arbre sur le côté. Et là on se pose tous les 3 sur le tronc d'arbre, on s'assoit, le temps de réfléchir. Mais moi ça fait 30 heures que je cours. 30-31 heures que je cours. Je m'assois, je m'endors sur place comme ça. Vraiment. Ça prend quelques secondes. Hein. Je fais ça, pam, je m'endors. Et là, ça prend 5-6 secondes. Je relève la tête. Ils étaient assis tous les 2 à côté de moi. Je me relève. Je dis à Julien, tu me donnes ta montre. On avait dit au VTP de venir nous chercher, mais il y avait 10 km. Je dis à Julien, tu me donnes ta montre, vu que tu as de la batterie, pour que j'ai le tracé. Et moi, je repars. Vous attendez là, le VTP va venir vous chercher. Et moi, je repars. Je vais les faire les 10 km en courant pour aller jusqu'au prochain ravito. Et toujours l'histoire de gagner du temps. Et là, je repars et ça fait 31 heures que je cours. Et dans le chemin, qui est un tout petit faux plat descendant pendant presque 10 km, j'arrive à courir à plus de 13 km/h dans la descente. Et je cours. Presque plus d'eau dans mes flasques et tout, mais je cours. Je dis les 10 km, je les fais en moins d'1 heure. Il faut que je trace jusqu'au ravito. Et j'arrive au ravito où là, c'était un petit ravito et je récupère de quoi me ravitailler et je récupère Robin.
ça met un coca d'eau. Et du coup, j'arrive même. Toi, t'étais déjà arrivé à la folie, j'ai dit, ben non, on passe avec le camion. Et... Désolé, là on a chié. Non, non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas, je suis énervé parce que franchement, c'est énorme. C'est la nuit de l'enfer. Non, mais c'est bien. C'est fait, Flo. C'est fait. Allez. On a failli passer tous les trois quand même. Bah ouais, on a compris. Mais c'est pas le cas. Non. Non, mais ça me fait chier pour toi. T'excuses pas, hein. Ouais, mais je vais aller le finir. Hein. Ouais, je sais bien. Allez. Par où? Là. De côté derrière. Vous êtes deux, vous allez à la Champex, vous? Oui, on se retrouve là-bas. Psychologiquement, en forme. Parce que pour lui, il nous l'avait dit, quand il aura passé le Grand Col Ferré, pour lui, la course, elle sera terminée. Enfin, elle sera terminée. Il n'y aura plus rien qui pourra l'arrêter, quoi. Donc du coup, quand je le retrouve, il est fatigué, parce qu'ils ont laissé de l'énergie, et puis du coup, le manque de sommeil depuis le début de la course. Mais non, le smile et tout, on repart à une bonne allure. En plus, on repart les deux, on repart à, je me souviens, je crois, du 12-12,5 km/h. Je lui dis, mais comment tu fais pour repartir à cette allure-là, sachant que tu as déjà... il avait déjà 120 bornes dans les pattes, quoi. Après, puis même repartir avec Robin qui était frais après derrière, c'était... Ouais, je savais que c'était une bouffée d'énergie. Jusqu'à Champexac, ça passe super rapidement, parce que du coup, ils me racontent leur ascension, quoi. Pas humain du tout. Là, du coup, il est content, parce franchement, il avait faim. Il n'arrêtait pas de me le dire. Et certes, on a eu le petit loupé, ça l'a pas dérangé, mais il m'a dit vivement qu'on arrive, parce que j'ai faim, quoi. Il avait envie de remanger un petit peu, quand même. Donc du coup, gros ravito, enfin le dernier gros ravito du moins. Donc du coup, on se restaure les deux, on passe les deux sur la table de massage. Pas à dormir, pas à dormir. Pas à dormir, jamais dormir. 125, mais 120, c'est vrai, c'est juste pour avoir une aide. 120, ouais, c'est juste pour une aide. Tu veux repartir dans combien de temps? Pas trop longtemps. C'est pas trop, c'est 10 ou c'est 5? Allez, on pousse à 8. Allez. On pousse à 8. On négocie. Et après, on repart direction Trianne. Allez, derrière ça. Allez, bon. Allez, courage les gars. Merci. Non, ça. Petit coup de mou. Ouais. Petit coup de mou de Flo, là, il repart et il me dit on s'arrêtait trop longtemps. Pour lui, on s'arrêtait trop longtemps, il n'arrive pas à relancer le bonhomme, quoi. Et du coup, je lui dis écoute, s'il faut qu'on se pose 5 minutes, qu'on mange un truc ou autre, tu me dis quoi. Donc du coup, on s'arrête peut-être 2 minutes, il prend vite fait un gel de caféine. Puis il me dit on verra si ça fait effet. Ça refait effet parce que du coup, après la descente de la montée, on l'a fait gentiment. On l'a fait gentiment parce qu'il y avait son coup de mou, mais la descente, par contre, on est descendu fort. On est descendu assez fort sur Trianne. Dans les descentes, je lui disais reste juste devant moi parce que vu que je perds en lucidité, il faut que je puisse courir dans tes pieds pour m'enlever l'analyse du terrain. Donc comme ça, ça nous permettait de pouvoir courir en descente et de pouvoir envoyer plus. Parce que lui qui était plus frais, il analysait le terrain et moi j'avais plus qu'à courir dans ses pieds, quoi. Et on gagnait du temps. Et je pense qu'on a passé les étapes assez bien et assez rapidement. Donc on n'a rien installé, mais malgré tout il s'assoit. Là, il lui reste 18 bornes à faire. C'est bien, Flo. C'est dingue ce que t'es en train de faire là. Il lui reste 18 bornes à faire, ce qui est rien, mais enfin sur des heures et des heures de course. Donc là, il arrive, on sent qu'il est fatigué. Il est fatigué, physiquement, c'est dur. Ah ouais, on le voit. Physiquement, c'est dur, il est marqué, il parle pas beaucoup. Je crois qu'il est lucide, mais il y a eu des hallucinations quand même sur le trajet depuis qu'on l'a vu, entre Champey et Valorcine. Donc on sent bien que la course se termine. Bon Flo, il y en a en ligne droite. Ah, c'est parti. Après une nuit assez éprouvante. On se retrouve
Pour le coup, ouais, c'est dur. Ouais, c'était Ouais, dur. ouais. C'était dur. Je Là, pense que comment ça tu reste sens là pas pour la. grave. Ouais. Voilà, Pour toi, je me c'est sens- vraiment. Je me sens comme un gars qui va attaquer la dernière côte. Après, je suis trop conscience des choses là. J'avoue, 2 nuits sans dormir, là, ça commence à être. C'était vraiment éprouvant. Ouais. Très très dur. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur que ça. Quoi. Partir avec Hugo, Théo, moi sur le parcours. En fait, au fur et à Vraiment mesure, on prendre peut récupérer les gens. L'IA, les parents. On voit, enfin, moi je sais qu'à ce moment-là, je me mets avec Puck et avec la mère de l'IA pour qu'on puisse s'organiser pour l'arrivée. Donc on fait tout le tour, on essaye de voir à quel moment Florian peut récupérer l'IA. Et comment on peut faire une belle arrivée. Et après ça, nous on décide de rejoindre Florian. Une petite grimace. On se méfie toujours de Flo parce que c'est sur la fin, tu te dis qu'il va pas aller vite, mais tu sais pas trop dans quelles conditions il va arriver. Donc je m'étais dit, je vais peut-être pas pouvoir suivre. Et l'idée, c'était de pouvoir redescendre et en étant tous ensemble sans être à la traîne, quoi. Donc je suis pas remontée moi très très haut. Et puis d'autant que Christophe était blessé, vu qu'il avait quand même son entorse et que lui aussi il voulait courir sur l'arrivée. Donc on est remonté. Et on a attendu qu'ils arrivent. Et c'est vrai qu'au moment où on s'est tous retrouvés, c'était tellement satisfaisant pour lui, pour nous, pour l'ensemble en fait, de se dire ça y est, on y est, c'est la fin. Bon, Flo, il est au taquet. Hein. Il sait que dans 17 km, il y a l'IA qui est en bas et la ligne d'arrivée. Et puis voilà quoi, donc du coup non, il est au taquet, on est tous là en plus, on est trois pour l'accompagner sur ce tronçon-là, donc même s'il avait un coup de mou, on aurait poussé, dans tous les cas on aurait poussé. Et là, effectivement, ces 2 étapes où il retrouve les 2 groupes qui se sont formés, ça lui redonne encore de l'énergie et on arrive en bas, tout en bas, donc dans les rues de Chamonix, où là, voilà, c'est fait quoi, on sait et il sait qu'il va retrouver Lia, notre petite mascotte, avec ses parents. Et ça, c'est sa lumière du début à la fin. On attaque ce single-là, et là, il se passe quelque chose. Là, il y a Puck qui m'appelle au talkie, parce qu'il savait que j'avais le talkie sur moi. Et il m'appelle, il me dit « Flo », je dis « Ouais. » Il me dit « Ouais, j'ai une musique pour toi ». Et il met la musique au talkie de la Broken 200. Et là, je fais « Waouh ». C'est là que tu me prends par les triples, hein. Tu me prends par les triples. Et puis, donc du coup, là, je suis galvanisé de ouf. Et il reprend le talkie, il me dit, ouais, Flo, il me dit, bah là, je suis avec l'IA et on t'attend à Chamonix. Waouh! Ça fait 39 heures que je cours. Et 39 heures, et même 40 heures, parce que je mets 41 heures, donc ça fait 40 heures, c'était la dernière heure. Mais ça fait 40 heures que j'y suis, je suis fatigué, j'ai le visage qui est brûlé, réellement brûlé, tu l'as vu. J'avais les lèvres brûlées, incroyable, plus de jus. Et il dit, il y a l'IA qui est là, t'attends à Chamonix. Waouh! Tu te dis waouh! J'ai réussi quoi.
tu sens cet esprit de cohésion, et pourtant personne n'a dormi depuis 2 jours. Et on est dimanche, il est 18h et on est parti depuis minuit, enfin samedi. Il y a une cohésion, mais j'ai rarement vu une cohésion comme ça. C'est incroyable de réussir à souder les gens comme ça. Là, c'est des gens, tu peux partir où tu veux demain avec eux. Moi, j'aurais jamais réussi. Sans l'équipe, je n'aurais jamais réussi. C'était impossible. Donc, passer la ligne d'arrivée virtuelle, comme ça, avec la petite arrivée à Chamonix, et je me rappelle très bien, regarder loin et pour la chercher du regard, pour dire où est-ce qu'elle est, la petite dans la poussette, et puis on me dit, elle est là-bas, elle est à l'angle, elle est là, elle est à l'entrée. Et puis là, on tourne, et là, je vois la petite dans la poussette, la mère. Et je les vois dans leurs yeux déjà, ils ont déjà les yeux rouges parce qu'ils disent, le mec, il arrive. Il vient de faire le tour du Mont Blanc avec son équipe. Et là, ça y est, il va récupérer la petite, quoi. Et là, tu prends la poussette, tu poses tes mains sur la poussette, t'as la petite qui est là, et là, ouais, ça y est, pour nous, c'est l'explose. Pour nous, autant ceux qui vivent le vrai UTMB, ce moment-là doit être magique, parce qu'il y a un public incroyable, il y a 30 000 personnes, ça acclame de partout. Autant nous, on nous a vu passer dans Chamonix, les gens ne savaient pas ce qu'on faisait. Mais nous, on savait ce qu'on venait de faire. Et c'était un moment unique, c'était incroyable. On a traversé Chamonix, genre je vous entendais gueuler, tout le monde gueulait, Emeline gueulait, il a fait le tour du Mont Blanc, il a fait 170 km pour les enfants. Et là, il y a quelques personnes qui ont pris conscience, qui applaudissaient sur les terrasses et tout. Et là, je dis mais attends, mais c'est un truc de malade. On arrive, et là, on prend le virage et on arrive face à l'église de Chamonix, là où j'ai commencé 41 heures avant. Et j'arrive face à l'église, putain, on l'a fait. Là, on l'a fait. Je n'ai plus qu'à pousser, c'est la dernière ligne droite, il me reste 100 mètres. J'emmène la poussette jusque sur le parvis et c'est fini, quoi. On a fait le tour du Mont Blanc. On arrive sur cette place avec un effet quand même encore... on est encore dedans, on y pense encore. Hein. C'est prenant. On arrive sur place, c'est prenant. On a des difficultés à dire ce qui s'est fait et ce qui s'est réalisé. D'arriver à Chamonix avec l'IA, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Donc du coup, c'est vraiment compliqué. Là, on en perd les mots. Flo s'écroule par le fait de ce qu'il vient de réaliser et par rapport à ce qu'il vient de voir. Et puis, on a tous dans ce regard, quand on se regarde tous, cette difficulté à s'exprimer sur ce qu'on peut ressentir. Mais les regards sont là et on comprend tous qu'il y a cette part de sensibilité qui a pris le dessus au moment de l'arrivée. Et qu'on est heureux de pouvoir accompagner et heureux de pouvoir avoir réussi toute cette épreuve avec toutes les douleurs qui y sont associées. L'émotion est toujours pareille parce que autant c'est eux qui ont couru, autant on a fait partie de la course. Et puis ça reste magnifique à voir, un tel effort avec toutes les péripéties qu'il y a pu y avoir.
surtout les péripéties climatiques qui ont réellement rendu le truc beaucoup plus dur que la normale. D'arriver au bout comme ça, et surtout quand on a des notions vraiment de sport intense, on s'imagine quand même que c'est énorme ce qu'il vient de faire, et puis de toute façon on fait partie de l'équipe, donc on a mené aussi le projet à notre manière, à notre niveau et à notre échelle, et que ça se termine comme ça, qu'on ait participé très peu ou beaucoup, le résultat à la fin il est magnifique, donc c'est cool. Ouais, parce que c'est vrai que c'est l'aboutissement d'un grand projet qui a été préparé en amont, très longtemps en amont. Personne n'avait envie de décevoir en fait, on avait envie de faire ça jusqu'au bout. Ouais, c'est pas le sentiment du devoir accompli, mais je savais qu'il fallait le faire avec lui pour la sécurité, mais si quand même un peu, ouais. C'est un sentiment de plénitude, parce qu'on se dit on l'a fait, on s'était dit quelques semaines avant, les conditions allaient être compliquées, ça allait être dur. C'est, ouais, si, sentiment du devoir accompli. On l'a fait pour Flo, on l'a fait pour toute l'association et tout, quand même content. Le moment extraordinaire. Ah ouais. On l'a fait, mais c'est que là, ouais, il y a une décharge d'émotions parce que le moment en lui-même, il l'est. C'est-à-dire que effectivement, on est fatigué, on s'est tous donné à fond. À ce moment-là, on a conscience qu'on l'a fait, que c'est réalisé et que c'est extraordinaire dans toutes ses dimensions. C'est un beau moment. Le fait qu'il arrive avec la petite dans Chamonix, c'est beau. C'est 41 heures de fin d'épreuve pour lui, mais pour nous aussi. Donc un soulagement et vraiment un sentiment de réussite pour le week-end. Ah, moi, je me suis effondré direct. Je vois Flo qui se met à genoux, qui commence à pleurer. Et là, moi, je sens les larmes qui me montent. Et je me tourne à droite, je me tourne à gauche. Et je vois qu'il n'y a personne qui pleure encore. Et je dis, je peux pas pleurer maintenant. Je dis, c'est pas possible. Et là, en fait, incontrôlable. Et là, je commence à pleurer, mais à pleurer comme. Mais vraiment à pleurer. C'était pas juste des larmes qui coulaient, je pleurais. Chacun, je l'ai pris dans mes bras et chacun a eu le même mot et chacun m'a dit merci. Ouais. Merci, oui. Mais d'une sincérité fracassante. En fait, pas merci, juste ouais merci, c'était cool. C'est pas un merci. Non, j'ai senti dans les mêmes. Quand Robin, on venait de vivre un truc exceptionnel avec Robin aussi, et quand je vois Robin qui me serre dans ses bras et qui me dit merci, tu sens le merci. Tu sens. Merci mec, tu viens d'écrire une page de mon histoire, tu vois. Et là, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable ce passage, c'est quand je vais pour dire merci au père de Lia. J'arrive vers le père de Lia et c'est un monsieur que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Monsieur qui a une prestance, qui est là, qui présente très très bien et tu as envie de vous voir en le voyant, tu vois. Et j'arrive devant lui, je viens de faire 41 heures de course, je suis sec, tu vois. Et je lui tends la main pour lui dire merci d'être venu, tu vois. Il me dit non, et elle me prend dans ses bras. Et là, elle me dit non. Je dis non. Et là, il se met à pleurer dans mes bras. Il me dit non, c'est moi qui te remercie de ce que tu viens de faire pour nous, tu vois. Et là, ce moment-là, là, j'ai dit ouais, c'est incroyable. Ce que t'appelles, les points. Quelqu'un en circuit esthétique pour faire une bénéfice. Tu te lèves le vendredi soir à 23h30 pour aller prendre le départ à minuit et demi à Chamonix, le samedi matin, et puis je me suis recouché dans un lit le lundi soir. Donc ouais, là, je pense qu'on a été un peu border, là, on a joué avec les limites là quand même. Alors moi, mon ressenti d'après-course, de toute façon c'est simple. Hein. Tout de suite après la course, quand les choses sont bien faites, mes problèmes de santé, c'est revenu, direct. On a repris la route du retour.
J'ai rien eu du week-end et j'ai pu faire ce que j'avais à faire et on reprend la route et peut-être une demi-heure après, bon, mes problèmes de santé sont revenus. Donc là pendant 1h30 j'étais vraiment dans le dur, où j'étais vraiment pas bien. Je rentre à la maison et j'ai ma chérie qui dort quoi, donc du coup déjà je fais pas de bruit, je prends le truc que j'étais impatient de faire surtout c'était de prendre une douche. Là, la douche elle m'a fait vraiment du bien. Mais c'était dur de redescendre. L'adrénaline finalement elle n'est pas redescendue tout de suite quoi. Malgré qu'on n'avait pas dormi pendant plus de 40 heures, le lendemain je dormais toujours pas quoi. Donc il a fallu 2 jours avant que je me remette à dormir à peu près. Alors nostalgique, non, pas encore parce que on est encore dedans en fait. On est encore dedans, on est arrivé à 4 heures à Aubert à peu près. Le temps de décharger et tout ça. Après il a fallu quand même nettoyer les engins parce que le van il devait être ramené donc, le lundi dans la journée. L'autre véhicule aussi. En sachant que nous, une fois qu'on est arrivé à Aubert, il s'est passé tout ça. Moi, j'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi. Je suis arrivé chez moi, il devait être 5 heures. En sachant que j'enquillais sur une garde. Donc ma prise de garde, c'était 7 heures. Donc, j'ai pas eu trop le temps de cogiter à tout ça. Je me suis quand même posé un petit peu après une bonne douche, un bon petit café. Et puis voilà, on a enquillé la garde. Fatigué les premiers jours, parce que toute la semaine on se couche assez tôt. Je monte les vidéos, je monte les photos, je lui explique moment par moment, on fait vraiment un petit récap même sur chaque personne, sur tout en fait. Je lui réexplique moi mon point de vue, lui son point de vue, voilà. Perdu beaucoup parce qu'entre la prépa et la course, j'ai perdu plus de 10 kilos. Donc après la course, entre le fait d'avoir perdu 5 ou 6 kilos pendant la course, avoir eu le visage brûlé, les lèvres brûlées, donc le soir il fallait que je mette de la vaseline sur mon visage et sur mes lèvres pour essayer de cicatriser et que ça laisse pas trop de marques. Les petits bobos, j'avais un panari à un pied, donc qui m'empêchait de marcher normalement, j'avais une douleur sous le pied, j'avais une douleur à la fesse qui s'était réveillée, plus les courbatures, les coups de soleil, donc tu sens que le corps, en fait, tu sens que le corps il a subi quand même. Tu sens que tu as poussé. Donc là, tu te dis bon, je vais me laisser me réparer un petit peu. Là, même là encore, j'ai repris, mais même là encore, même 3 semaines après, mon objectif c'est de reprendre du poids et puis de revenir à un physique qui tienne la route et puis pour pouvoir reprendre les autres projets derrière. On va embrayer sur les autres projets quoi. Et puis ça va écrire les autres histoires et puis ça sera et on revivra la même chose. Alors peut-être qu'il y aura des projets où je serai plus la seule force motrice et puis qu'il y aura d'autres forces motrices avec moi et puis on ne sait pas de quoi. On a plein d'idées et aujourd'hui c'est une équipe qu'on a créée et peut-être que je serai plus la seule force motrice ou peut-être qu'il y aura des projets où il y aura plus de monde et puis on verra. Mais en tout cas, ce qu'on a créé, ce serait dommage de le mettre au placard. Pas aujourd'hui, on est encore jeune, on a encore plein de choses à faire. Et ça, c'est vraiment le message que je veux faire ressortir. C'est mon combat, ça. Parce que j'ai eu de la critique là-dessus. À me dire que... Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit mais est-ce que tu fais pas tout ça pour ton ego et puis pour te mettre en avant? Quelqu'un qui était honnête, et j'ai rien du tout contre ça. Et j'ai dit non, j'ai fait de la compétition à haut niveau, j'ai voulu aller monter sur les podiums. J'ai eu des moments de ma vie où j'ai voulu me mettre en avant. Aujourd'hui, je veux juste me servir de mes capacités pour mener des combats comme ceux-là, pour mettre des gens en avant, pour me battre pour les autres, pour mettre mes amis en avant, pour faire prendre conscience qu'il y a des fois les défis de la vie, tu ne peux pas les faire seul, que tu dois les faire à plusieurs, si tu veux aller jusqu'au bout. Et c'est ça mon combat, c'est de dire aujourd'hui, je ne pense plus qu'à ma gueule. Bah go. Alors demain, on me repropose la même chose. Tu connais ma réponse. Le demain, il est déjà là. Ouais, moi j'y vais direct. Sachant que je participe à pas mal de ces projets,
J'espère qu'il me rappellera pour le prochain, mais c'est sûr que ouais, je dis oui directement. Feu. Ouais, on y va. Hein. Ouais, on y va. Ah, sans problème. Ouais. Vous l'avez manière? Ouais, non, vraiment tout était parfait. Ah bah ça va être à refaire et je re-signe. Direct. On prend les mêmes et on recommence. Hein. Bah carrément. Ouais, même 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois s'il faut. Pas de problème. Ouais, on recommence. Tu signes? Ouais, on fait pareil.